Tu es celle vers qui les gens se tournent. Celle qui maintient tout ensemble. Mais vers qui te tournes-tu? La société adore les forts, les fiables, les inébranlables, ceux qui disent je gère même quand ce n'est pas vrai. On te félicite pour ta résilience, ton calme, ta capacité à porter le poids sans fléchir. Mais combien de fois quelqu'un te demande « Comment tu tiens le coup ?» La force est glorifiée mais rarement comprise. Derrière chaque « tu es si forte » se cache une demande tacite. Ne faiblis pas. N'aie pas de besoin. Ne craque pas. Alors tu ne craques pas. Ou du moins, tu ne leur montres jamais. C'est le fardeau invisible des piliers émotionnels, les gardiens, les filles aînées, les colonnes silencieuses. Ceux qui soutiennent le monde, mais que personne ne soutient. Que se passe-t-il quand personne ne remarque qu'il s'effrite sous le poids? Le travail émotionnel invisible. Prendre soin des autres émotionnellement est un travail invisible qui va bien au-delà des tâches physiques comme cuisiner ou faire des courses. C'est surveiller en permanence l'ambiance, apaiser les tensions avant qu'elles n'explosent, réguler les émotions des autres tout en négligeant les siennes. Ce rôle apparaît dans les familles où les enfants deviennent parents de leurs frères et sœurs, préparant les repas, aidant aux devoirs, jouant les médiateurs ou pire, servent de soutien émotionnel à leurs propres parents. Dans les couples, tu deviens la réparatrice désignée, celle qui doit toujours comprendre quand ton partenaire est contrarié, mais dont les propres émotions sont traitées comme des inconvénients. Au travail, tu es la pacificatrice qui absorbe les tensions. Entre amis, la thérapeute qui écoute sans fin mais ne partage jamais sa peine. Les conséquences de ce don sans fin sont profondes et cachées. L'épuisement émotionnel devient ton état normal, cette sensation lourde et brumeuse où même les petites décisions semblent insurmontables. Tes besoins ne passent pas au second plan, ils sont enfermés dans le coffre. Avec le temps, tu oublies comment identifier ce que tu veux ou dont tu as besoin, parce que personne ne te l'a jamais demandé. L'ironie cruelle? Plus tu excelles dans ce rôle, plus tes luttes deviennent invisibles. On suppose que ta force est infinie, ta patience sans limite. On prend ton travail émotionnel pour acquis jusqu'à ce que toi-même tu oublies que c'est un travail. Le syndrome de la fille aînée est un fardeau particulier imposé aux premières filles nées, bien qu'il puisse toucher tout enfant dans ce rôle. Dès leur plus jeune âge, ces enfants sont enrôlés dans des responsabilités d'adultes, s'occuper des cadets, gérer la maison, souvent servir de confidentes émotionnelles aux parents. Cette maturité précoce s'accompagne d'attentes impossibles. Sois mature mais pas autoritaire, responsable mais sans te plaindre, bienveillante mais sans attendre de réciprocité. Le message est clair, ton enfance est conditionnelle aux besoins des autres. Les attentes culturelles renforcent cette dynamique. Dans certaines communautés, les filles aînées sont explicitement appelées deuxième mères. Ailleurs, c'est plus subtil mais tout aussi présent, la règle tacite voulant qu'elle soit la colle familiale, la gestionnaire de crise, celle qui se souvient des anniversaires et organise les réunions. Le plus insidieux? Cela se fait passer pour un compliment. Tu es si responsable semble flatteur mais signifie en réalité on peut compter sur toi pour gérer ce que nous refusons de faire. Le prix émotionnel est stupéfiant. Les filles aînées ressentent souvent une culpabilité intense quand elles se prioritisent, comme si prendre soin d'elles était une trahison. Beaucoup deviennent perfectionnistes, croyant devoir mériter l'amour par le service. L'anxiété les accompagne constamment, la peur que si elles faiblissent, l'écosystème familial fragile s'écroule. Le plus tragique? Elles ont souvent du mal à identifier et exprimer leurs propres besoins, après une vie passée à gérer ceux des autres. L'ami le thérapeute est un rôle que beaucoup endossent sans en voir le coup. Tu es celle vers qui on se décharge, la gardienne des secrets, le souffre-douleur de toutes les crises. Tes amis t'appellent à minuit pour leurs problèmes, mais personne ne vérifie si tu as mangé aujourd'hui. Tu deviens experte pour poser les bonnes questions, mais personne ne te les pose. Avec le temps, tu crois que ta valeur réside dans ce que tu peux offrir aux autres émotionnellement, et tu te sens coupable de vouloir de la réciprocité. La partenaire mature émotionnellement vit une dynamique différente mais tout aussi épuisante. Dans les relations, tu deviens l'adulte désigné, celui qui gère les conflits, se souvient des dates importantes, porte le poids émotionnel. Quand des problèmes surgissent, c'est à toi de mieux communiquer ou d'être plus compréhensif. L'injustice éclate quand la relation se termine et qu'on t'en blâme. Après tout, tu étais la mature, pourquoi n'as-tu pas pu la faire fonctionner? L'âme sage ou l'enfant parfait voit son enfance voler de manière plus subtile. On leur répète sans cesse qu'ils sont si mûrs, si sages pour leur âge, ce qui leur refuse la permission d'être enfantins, de faire des erreurs, d'être égoïstes de manière appropriée à leur développement. On leur impose prématurément des problèmes et émotions d'adultes, et ils apprennent à réprimer leurs propres besoins pour préserver cette image de sagesse précoce. La suppression émotionnelle requise pour maintenir ce rôle de force perpétuelle crée des fractures internes profondes. Deuil, colère et peur non traitées sont enterrés vivants, pour ressurgir en symptômes physiques,
troubles anxieux ou explosions émotionnelles qui surprennent tout le monde, y compris toi. Tu peux te retrouver à pleurer de manière incontrôlable pour des broutilles, sans réaliser que ce sont des larmes accumulées depuis des années. La solitude devient ton ombre. Quand tout le monde te voit comme la forte, on suppose que tu n'as pas besoin de soutien. Ta vulnérabilité devient invisible, même à tes propres yeux. Tu remarques peut-être que tes amis les partagent leurs difficultés entre eux mais pas avec toi, non par méchanceté, mais parce qu'ils croient sincèrement que tu gères. La vérité douloureuse? La force isole. Plus tu sembles capable, moins on pense à prendre soin de toi. Le burn-out est inévitable quand on passe des années à puiser dans une tasse vide. Ce qui commence comme un épuisement émotionnel peut devenir une perte d'identité. Tu oublies qui tu es en dehors d'être le roc, la gardienne, la forte de quelqu'un. Les hobbies disparaissent, tes centres d'intérêt semblent futiles, et ta personnalité s'étouffe sous le poids du service constant. Le mensonge le plus dangereux que croient les forts? Qu'ils peuvent continuer indéfiniment sans se nourrir. Ces schémas n'émergent pas dans le vide. Le patriarcat joue un rôle majeur, formant femmes et filles à être des gardiennes tout en exemptant les hommes du travail émotionnel. Les rôles genrés traditionnels récompensent l'abnégation féminine tout en punissant l'affirmation des besoins. Même dans les familles progressistes, ces biais inconscients persistent. Qui demande-t-on de mettre la table, versus à qui demande-t-on ses rêves? La théorie des systèmes familiaux explique comment les familles dysfonctionnelles assignent inconsciemment des rôles pour maintenir la stabilité. L'enfant parentifié est courant dans les familles avec des parents absents ou immatures. Ces enfants deviennent des substituts parentaux ou conjugaux, leur développement entravé pour combler les vides familiaux. Ce qu'il y a de plus cruel? Ces dynamiques sont souvent présentées comme flatteuses. Tu es si responsable signifie en réalité nous t'avons fait grandir trop vite. La société renforce cela en glorifiant la force implacable. On vante le martyr, le héros sacrificiel, la femme qui fait tout. Ce qu'on ne dit pas? Cet éloge est une permission d'exploiter. Si tu peux gérer, pourquoi ne le ferais-tu pas? Les forces intériorisent cela, croyant que leur valeur est liée à leur utilité, créant un cycle vicieux d'autonégligence. Guérir commence par reconnaître que ta force n'a jamais été un choix, c'était un mécanisme de survie. Tu as appris à être forte parce que l'alternative était impensable. Mais survivre n'est pas vivre. La vraie force n'est pas une endurance sans fin, c'est savoir quand se reposer, demander de l'aide, dire c'est trop. Commence petit. Entraîne-toi à poser des limites sans t'excuser. Remarque quand tu assumes inconsciemment des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et essaie de lâcher prise. Cherche des relations où tu peux alterner entre être la forte et être soutenue. La thérapie peut être révolutionnaire pour ceux qui ont passé leur vie à s'occuper des autres. Enfin un espace où tes besoins sont au centre. Redécouvre qui tu es sous les rôles. Écris sur les rêves de ton enfance avant qu'ils ne soient mis de côté. Essaie des activités sans autre but que le plaisir. Réapprends le son de ta voix quand elle n'est pas en train d'apaiser, réparer ou gérer. Surtout, intériorise cette vérité. Tu mérites qu'on prenne soin de toi simplement parce que tu existes, pas à cause de ce que tu fais pour les autres. Le monde ne s'écroulera pas si tu cesses de le porter. Et ceux qui t'aiment vraiment ne disparaîtront pas quand tu leur montreras tes fissures. Ta vulnérabilité n'est pas un échec de force, c'est la preuve de ton humanité. Ce chemin ne sera pas linéaire. Il y aura des rechutes, des jours où la culpabilité semblera écrasante. C'est normal. Désapprendre un conditionnement de toute une vie prend du temps. L'important, c'est que tu aies commencé. Que quelque part, sous toutes ces couches de responsabilité, ton vrai moi attend toujours d'être redécouvert. Et elle vaut la peine d'être connue.